Mesdames et messieurs, je vous remercie de bien vouloir atteindre la salle salée. La session va commencer maintenant. Bonjour, on va démarrer. Bonjour à tous, je m'appelle Selma Binis, je suis la modératrice de cette session. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter d'un sujet crucial, le rôle des industries africaines dans les chaînes de valeur mondiale. Longtemps perçues comme des fournisseurs de matières premières, du coton, phosphate, gaz, etc., les industries africaines sont à un tournant. L'objectif n'est plus d'intégrer ou de participer aux chaînes de valeur mondiale pour l'Afrique, mais de s'intégrer durablement en tant qu'acteur clé de la transformation, de la production et de la création de valeur ajoutée. Cette transformation s'inscrit dans un contexte mondial en évolution constante. On a aujourd'hui de nouvelles dynamiques, à la fois une réorganisation des chaînes d'approvisionnement, avec la pandémie du Covid, avec les conflits géopolitiques. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à diversifier leurs fournisseurs, elles cherchent à se rapprocher leur site de production des marchés finaux. L'Afrique a donc une carte à jouer en se positionnant en tant qu'acteur et alternative stratégique. La deuxième dynamique, c'est la numérisation accélérée, l'utilisation des nouvelles technologies, l'IA, l'IoT, la blockchain. Tous ces outils-là permettent d'améliorer l'efficacité, d'optimiser la gestion des stocks et de renforcer la transparence. Mais l'accès aux technologies pour le continent reste un défi. La troisième dynamique, c'est l'exigence de plus en plus accrue de la part des consommateurs, de la part des investisseurs et des régulateurs, à avoir plus de transparence et de durabilité dans ces chaînes de valeur. Les entreprises doivent donc se conformer à des critères ESG pour pouvoir rester compétitives sur les marchés internationaux. Donc face à ces défis, l'Afrique possède des atouts qui sont considérables et indéniables. D'abord une population qui est jeune et dynamique. On a environ 60% de la population qui a moins de 25 ans dans le continent. On est à 1,5 milliard à peu près d'habitants en 2024 et on devrait atteindre 2,5 milliards en 2050. On a des ressources naturelles qui sont abondantes, un potentiel de marché qui est énorme, qui est en train de croître. Il devrait atteindre 2,5 trillions de dollars d'ici 2050. Et puis on a des exemples inspirants. On va écouter nos panélistes tout à l'heure sur, par exemple, au Maroc, les zones économiques spéciales qui abritent les secteurs de l'automobile, l'aéronautique, au Nigeria avec les hubs logistiques. Voilà, donc beaucoup d'atouts, mais en face, beaucoup de défis structurels, à la fois les infrastructures qui sont insuffisantes, l'accès limité au financement, des compétences locales à renforcer. Et nous sommes aujourd'hui justement ici pour pouvoir répondre à ces questions. Comment justement est-ce qu'on peut faire pour transformer ce potentiel-là en réalité et passer du statut de fournisseur de matières premières à celui d'acteur industriel mondial. Donc pour nous éclairer sur ces questions-là, j'ai le privilège d'accueillir un panel de personnalités exceptionnelles issues de différents secteurs et régions. On a avec nous Madame Hélène Aye, directrice exécutive de l'initiative Made in Africa, ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDI pour l'industrialisation de l'Afrique et experte en blockchain. On a Monsieur Étienne Giros, président du Conseil français des investisseurs en Afrique et du Conseil européen des affaires pour l'Afrique. Monsieur Mohamed Abdullahi Yahya, PDG de Morilog et qui nous vient de la République islamique de Mauritanie. Monsieur Raoul González, directeur général EMA du groupe Barcelo. Et enfin, M. Stéphane Tiki, directeur du développement et porte-parole du groupement du patronat francophone, président de Shaba Consulting Group. On va démarrer avec M. González, parce que pour un contretemps, il doit nous quitter dans peu. Et avec M. González, on va parler du premier levier et défi, qui est celui du capital humain et des ressources humaines, puisqu'il est expert dans l'hôtellerie, et l'hôtellerie, comme on le sait, place au cœur de la gestion des talents est au cœur de ce secteur. Et comment est-ce que, Monsieur González, vous pensez que l'Afrique peut renforcer ses ressources humaines pour soutenir son industrialisation? Et selon vous, quels sont les principaux défis et les opportunités qui sont liées à la formation, à la qualification et surtout à la rétention de ces talents en Afrique?
You need to plug on, yes. Okay, can you hear me now? Two things. First of all, I will speak in English, I'm very sorry. Second, I will speak and I will leave you. I'm very sorry, but I have another appointment. I tried to explain for a few minutes my vision about the tourist sector and how it can help to Africa. Look okay, I think, okay. Go ahead. Welcome to Africa. Okay. Africa received 75 million tourist international passengers last year. Yeah. Okay? Okay. Africa received last year 75 million people. Worldwide, the international tourist passengers are roughly 1,500. That means that the market share of all Africa for the tourist sector was 5%. Only my country, Spain, received last year more than 90 million international passengers. That means that Spain received more than all the continent. I think that for me, it's very important that you understand that the tourist sector can help to many other economic sectors for growing. Imagine that they are agricultural. For instance, how many products you can sell to the tourist people, to the guests that is coming to the country, or energy, or construction department, or many other companies that need the development of the tourist sector. And I think that for the continent, for Africa, will be very important try to push and to increase the tourist sector. If you see the economies, when you are developing the countries, the primary sector is reducing the percentage of the importance in the economy. The industrial, the secondary sector is growing, and now the developing economies, the main sector far away is the service, all the service area, And I think this is first point, and I try to convince you that you need to prepare infrastructure, you need to prepare many other things for try to support the tourist sector. And also, like you asked to the human resources, and I think that it's very important that you try to train and to obtain, to achieve people that can help to the hotel and to the tourists to be that can be competitors of other destinations. Now, Europe is the main destination in the world for the tourists. Now, Asia is growing a lot, but I think Africa will be the next one. But you need to prepare everything, all the infrastructures, but also the people, the training people to have the universities, the hotel schools, and help to the companies that we can give an agreement between the private sector and the public sector to help to be competitive. And how do you train these people? Because here in Morocco we are organizing the World Cup in the coming years, and we need very qualified human resources. How we can make sure to have qualified people for this? We have in the company our own systems, and sometimes we send people. Last week, for instance, 15 people from Morocco have been traveling to Spain for the training program that we have for the executive members of the company.
And, but sometimes it's people that is coming to Morocco and they try to teach in each area. Can be in the commercial and sales department, can be the operation side, in all the different departments. And this is the way we have our own system that we try to promote. Okay, so the training is key to keep this quality. Yeah, yeah. Thank you, Mr. Gonzalez. No, thank you to you. It has been a pleasure, and I'm very sorry, but I will leave you. Okay, take care. See you. Alors on va passer maintenant à un deuxième levier important pour l'industrialisation de l'Afrique et pour l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale, qui sont les nouvelles technologies. Je passe à Madame Hélène Aïe, qui est une figure incontournable aujourd'hui de l'écosystème blockchain dans le monde. J'aimerais vous poser la question de comment justement l'Afrique peut-elle utiliser ces nouvelles technologies pour transformer ses industries, et est-ce que c'est faisable déjà? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui ne marche qu'ailleurs, et peut-être pas dans notre continent, où il n'y a pas forcément de data, où c'est difficile d'avoir de la data, et du coup, on sait que ces modèles-là sont entraînés avec la data. Est-ce que c'est faisable déjà? Et si c'est faisable, comment? The answer is definitely doable. I used to work for the largest blockchain company, Binance. Basically, I joined the company at the very beginning, and it took us 4 years actually building up an exchange, and the trading volume actually exceeded the New York exchange. So this is something you would never imagine if it's not the technology. If you are in traditional finance industry, you would never achieve that. So I think in the traditional finance industry, you need a lot of network, you need legacy, you need people to support you, you need to follow a lot of protocols. But with new technology, basically you are leapfrogging, you are building a lot of things. There's very less rules, it's not heavily regulated, that's why you can do a lot of things. But while the technology is evolving, I think it's still in the early infant stage, and I do think there's a great opportunity for the African continent to tap in that. But I think today, when you talk about global value chain, I want to talk about a little bit back on economic transformation. I was born in China. The year I was born in China, which is 1978, the GDP per capita in the year I was born in China, the China GDP per capita is lower than 1/3 of the sub-African countries. So the year I was born, China is super poor. And in my lifetime, I witnessed the great transformation of China. Why is that? Actually, it's because the job creation China did. Today, with the trading war, US is really seeing China being the largest, the enemy. Why? 40 years ago, China was so poor. I think in the last 40 years, there was a very important thing, which, as I said, job creation has been the key. When you whatever sector you build, you need to create mass jobs. If you create mass jobs in the bottom, and then that's the start of the economic transformation. Some work I started to do more than 10 years ago, which I went to Ethiopia, actually built up the first shoe factory, created 20,000 jobs, and then helped Ethiopia building the first economic zone to attract international manufacturers. I think that's a very good thing. But one thing I think going forward is very important is the global policy. And also the leadership are very important. China today, China has rising up on the economic ladder. 85 million intensive jobs are leaving China. That's also a sector Africa have an opportunity to tap in. But whether the government are opening to attract, to diversify the both sector, one way is blockchain AI is very advanced technology, which is super good. And the other side, I think creating mass jobs for the young population are very important as well. Thank you. Yeah. And for you, what are the most promising sectors for the utilization of these new technologies? New technology, I think blockchain, personally,
I'm very much into blockchain. I give you an example, something I'm currently building, which is using blockchain technology to do global remittance. Traditionally, let's say we've got a lot of African blue-collar expatriates working in Dubai, other countries. They need to send money back to home. What do they need to do? They need to go to Western Union. For $200, probably the wages they earned, they need to send for their parents, to their parents or their kids. But they need to pay $20 as a fee and normally take out 2 or 3 days. And maybe their kids are in a rural village. They also need to travel to the capital city to get in the money. It's very inconvenient. Today with blockchain, all you need is just a phone. We can do the global remittance instantly, now 3 days, and the fee is 1% than what Western Union is charging. So instead of using the SWIFT system, you could just use blockchain technology. So there's a lot of things. I think Africa is not only the beneficiaries, there could also be the inventors, because African youth, they know what is needed in this continent and this new technology, and with a lot of talents, if we can train them, they can adopt it very quickly. I truly believe there should be future Alibaba or Tencent or Google in Africa should be invented by young Africans. Thank you, Hélène. Je vais passer maintenant à Monsieur Yahya qui va nous parler du levier des infrastructures et de la logistique. Alors, Monsieur Yahya, c'est peut-être le seul industriel aujourd'hui du panel. Il va nous parler de son entreprise. Il est dans le secteur pélagique et il utilise beaucoup de logistique justement dans les ports pour pouvoir exporter. Et j'aimerais justement entendre votre expérience en fait là-dedans en tant qu'industriel. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant qu'opérateur industriel en Mauritanie? C'est ouvert là? Oui. Merci de l'opportunité. En effet, à ma qualité d'opérateur dans l'industrie et dans la logistique, et donc praticien sur le terrain des contraintes qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quel autre pays africain, parce que la Mauritanie en est, à mon avis, C'est bon? Voilà. Donc, merci de l'opportunité. À ma qualité d'opérateur dans l'industrie des transformations des matières premières, ce qui est un vrai sujet en Afrique, mais aussi de prestataire de services dans la logistique. Donc je suis, on pourrait dire que je suis un praticien de ce que les Africains, ce auquel les Africains sont confrontés tous les jours. Alors maintenant, le levier, c'est votre question. Oui. Si on revient aux chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Madame May, sur la Chine, comment elle y est arrivée, à mon avis, c'est un bon exemple. Parce que la Chine et l'Afrique, il y a beaucoup de similitudes. En termes de virginité, il y a 40 ans en arrière, quand M. Deng Xiaoping a lancé la politique d'ouverture, la taille des populations et les difficultés de communication, que ce soit les communications par les routes, les infrastructures, les ports, mais aussi les communications telles qu'on les connaît aujourd'hui, les télécoms, la blockchain, et ainsi de suite. Et pas seulement la Chine, si on prend individuellement les pays africains, on pourrait par exemple prendre la Malaisie ou la Corée du Sud ou Singapour. Tout ça, ça pourrait être appliqué sur un exemple particulier d'un pays africain. Si on prend par exemple le Ghana et la Malaisie ou la Corée du Sud avaient exactement les mêmes agrégats économiques les années 70. Il faut voir aujourd'hui les décalages que ça a été fait. Le secret est simple. Elle a dit qu'il faut créer massivement les emplois. Mais pour créer massivement les emplois, il faut attirer le capital. Il faut l'investissement. Pour attirer le capital, il faut créer les conditions pour le capital. Et là, ça, c'est la vraie problématique africaine. Et là, on va pas savoir par où prendre le bout des choses. C'est un cercle vicieux, effectivement. C'est un cercle vicieux. Il y a plusieurs ingrédients. Le potentiel africain, il est là. Il a même des avantages sur le potentiel chinois, la proximité géographique, la proximité culturelle, la présence déjà
du monde occidental, qui est le monde vecteur en réalité de l'industrie, enfin, surtout de l'époque. Maintenant, c'est le monde plutôt asiatique, c'est très popularisé. Mais 40 ans en arrière, le monde occidental était déjà présent en Afrique. Et malheureusement, on n'a pas su saisir l'occasion. Alors le problème, c'est quoi? Le premier problème, c'est la centralité de la décision. En Chine, il y avait un leader, un organe, une vision et une mise en application incontestée. Et ils ont la durée. La durée, c'est important. Malheureusement, la durée en Afrique, on ne l'a plus. On ne l'a plus parce que énormément d'instabilité politique. Instabilité même normale, je ne parle pas des conflits. Mais rien que les élections, le renouvellement des gouvernements, les luttes, fait qu'il n'y a pas cette durabilité qui est importante. Aujourd'hui, le Maroc cueille les résultats d'une vision qui a été lancée il y a 20 ans, 25 ans. Parce qu'il y a la durabilité. Parce que la vision a eu de la durée. Malheureusement, en Afrique, ça c'est l'un des sujets. Donc maintenant, bien sûr, les challenges, je ne veux pas être trop long parce qu'on va passer à beaucoup, sûrement, on va changer. Donc en particulier, comment l'Afrique, qui aujourd'hui exporte 80% de ses matières brutes, comment elle peut en capturer une partie pour être transformée, manufacturée sur place? C'est qui va créer l'emploi, c'est qui va créer la valeur ajoutée, engendrer des retombées pour le budget, pour le trésor, pour pouvoir financer la chaîne sociale, l'enseignement, la santé, la sécurité. Il faut déjà qu'on ait des modèles africains. Et moi, je pense que ce qui s'est passé en Asie, qui a été un exemple, c'est le fait que le Japon a pris un chemin qui a été suivi, que la Corée du Sud a pris un chemin qui a été suivi, que Singapour a pris un chemin qui a été suivi, que Hong Kong, par rapport à la Chine, a pris un chemin, et que la Chine a procédé par pôle de développement. Elle n'avait pas suffisamment d'infrastructures, elle n'avait pas suffisamment de gens qualifiés, elle n'avait pas suffisamment aussi de gens qui étaient capables d'encadrer, parce que c'est comme le coach. Aujourd'hui, quand tu as une équipe, on parle sport à côté. Quand une équipe perd, on ne change pas l'équipe, on change le coach. Mais en Chine, ils n'avaient pas suffisamment de coachs et ils en mettaient un par un. Le premier qui a réussi à Macao pouvait aller à Fuzhou, puis à Xi'an, puis à Xunzhé, et ainsi de suite. Le même pouvait avoir des... Vous êtes d'accord, madame? You're very right. I think if you even look at post-Second World War, there's about 200 developing economies in the world. But then actually, if you look at the country moved from lower income to the middle and higher income, that's exactly half of them are in Asia, exactly because they were able to create mass jobs in the bottom of the pyramid through industrialization. So you're totally right. It started in Japan, Korea, and then moved to Hong Kong, and then last one was China. Now 85 million jobs are in China, and I think today with the global trade war between US and China, they force all those jobs have to leave China because the trade tariff. I think that's a golden opportunity for Africa becoming the next manufacturing floor for the world. Ce sont des sujets sur lesquels on peut rester longtemps. Il faut créer des quick wins. Ces quick wins vont servir d'exemple. Ces exemples vont être suivis. C'est ce qui s'est passé en Asie. C'est ce qui s'est passé en particulier en Asie du Sud-Est. Et en Chine, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, toutes les régions chinoises sont jalouses des autres qui ont réussi avant eux, et donc la volonté politique, l'adhésion des populations est là. Bon, mais je vais juste dire que l'Afrique aujourd'hui a plus de chances que la Chine 40 ans en arrière. Pourquoi? Parce que la Chine 40 ans en arrière, elle n'avait pas d'autre choix que le capital américain, le capital européen, le capital japonais. Aujourd'hui, l'Afrique a le capital occidental, elle a le capital chinois, elle a le capital turc, elle a le capital singapourien, elle a le capital marocain, on le voit avec Tijari, France, Maroc Télécom, tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les horizons sont beaucoup plus importants. Je ne veux pas rester plus longtemps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer maintenant à M. Stéphane Tiki. Alors, vous êtes porte-parole du patronat francophone.
Et j'aimerais vous poser la question sur ce que je disais tout à l'heure, la fameuse exigence accrue de plus en plus de se conformer aux standards ESG internationaux, et pour que justement les entreprises africaines puissent s'intégrer dans ces chaînes de valeur mondiale et puissent être en compétition avec des entreprises au niveau international. Comment est-ce que vous pensez qu'elles peuvent se conformer à ces standards-là et renforcer du coup leur gouvernance pour pouvoir attirer davantage d'investissements? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux plutôt développer des standards avec des spécificités locales, plutôt des standards africains? Bonjour à tous. Merci d'abord à l'Institut Amadeus pour l'invitation et pour l'accueil toujours aussi chaleureux. Par rapport à votre question, d'abord, ce que mon frère de Mauritanie a dit tout à l'heure, je partage et on a échangé un peu dessus, notamment sur les chaînes de valeur. Vous me demandez, est-ce que les entreprises africaines doivent se mettre aux normes internationales? Moi, je vous dirais, avec un peu de piment, que j'aimerais que les entreprises africaines se mettent aux normes du continent africain. D'abord, parce que on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire des échanges sud-sud, qui font que, d'abord, il y a un problème de mobilité, il y a un problème de transport avec la mise en place des visas. Moi, je crois en la zone économique de libre-échange, la ZLECAf, qui permettrait justement d'abaisser les frontières, de permettre cette libre circulation et de dire aux entreprises africaines qu'elles doivent être aussi compétitives sur le marché économique, parce que aujourd'hui, l'Afrique est un territoire d'opportunités où on a conscience de la force, de la richesse de ce qu'on a sur le terrain. Je parle évidemment de la richesse de la terre. On a aussi conscience de la richesse du capital humain. En 2050, on aura une population à la hauteur de la population chinoise, chère madame, avec en plus 70% de personnes qui auront moins de 35 ans, avec toute cette jeunesse-là. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour transformer ces taux de croissance en une amélioration des conditions de vie des gens qui sont dans la population? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est vrai qu'on a besoin, d'abord, disons-le, de mettre en avant les valeurs de la terre, de ce qui se passe sur le continent. Ensuite, on a besoin d'autre chose, d'éducation et de formation, plus particulièrement avec de la main-d'œuvre aujourd'hui qui doit être qualifiée. Ensuite, on a besoin aussi que les décideurs économiques et politiques parlent ensemble, parce que on a quand même des pays où aujourd'hui on a du chômage et dans lesquels on a des jeunes qui sont diplômés qui ne trouvent pas des emplois. Il faut aussi qu'on puisse trouver cette synergie qui fait que les gouvernements nous disent les besoins d'emploi dans tel ou tel secteur et qu'on forme la main-d'œuvre dans les secteurs où il y a des besoins d'emploi pour faire un match entre l'offre et la demande. Donc je vous dirais, chère madame, moi je crois évidemment aux entreprises africaines. Je pense qu'on n'a pas assez de capitaines d'industrie. En tout cas, on ne les valorise pas assez. On ne parle pas assez de Dangote, on ne parle pas assez de Dampoulou et de tous ceux qui réussissent aussi l'entrepreneuriat en Afrique. Et après, je dirais, il faut aussi que l'Afrique comprenne que, et monsieur en parlait aussi tout à l'heure par rapport au tourisme, il faut promouvoir sa valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous qui sommes africains, nous soyons les premiers ambassadeurs de ce qui se fait de bien en Afrique. Parce qu'on a souvent l'impression que nous qui sommes africains, nous sommes souvent les pires ambassadeurs de ce qui se fait en Afrique, puisqu'on dit toujours ce qui ne va pas bien, sans forcément dire aussi dans des endroits dans ce qui va bien. Et pour moi, l'économie, la compétitivité, la main-d'œuvre, le capital humain sont des clés. Donc pour bien répondre à votre question, je dirais, pour moi, je pense qu'il faudrait que nos entreprises se construisent ou co-construisent, si vous me permettez l'expression, dans des zones économiques régionales. C'est le cas notamment en Afrique de l'Ouest, par exemple, avec la CEDEAO. Ça peut être le cas aussi en Afrique centrale, avec la CEMAC. J'aimerais aussi qu'on bâtisse un pont entre l'Afrique anglophone et l'Afrique anglophone. J'ai échangé tout à l'heure avec le ministre conseiller du Libéria qui est ici dans la salle, parce que je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'une fois que les entreprises auront adapté cette économie à travers ces zones d'économie régionales, on pourra le faire dans un point de vue plutôt continental, à travers les zones économiques de libre-échange, qui permettrait enfin qu'on puisse être compétitif sur le marché international avec les entreprises du monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Tiki. On va faire le lien avec Monsieur Giraud tout de suite, parce qu'on va évoquer ces sujets-là également. Monsieur Giraud, vous représentez
le patronat français, européen, et vous avez une longue expérience en Afrique. Et effectivement, aujourd'hui, en Afrique, enfin, en tout cas au Maroc, on a de grands industriels qui se sont installés au Maroc et qui ont construit des écosystèmes autour d'eux. J'aimerais vous poser la question de comment justement faire en sorte pour que la coopération entre les pays africains et les pays européens en ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique puisse réussir. Et puis par la suite, on pourra aussi évoquer, selon vous, quels sont les prérequis pour qu'on puisse justement shifter de cette position de fournisseur de matières premières à acteur industriel mondial. Bonjour à tous et merci de votre attention malgré l'heure tardive. J'espère que votre estomac ne vous attire pas trop vers le buffet. Je vous demande encore quelques minutes. Je ne vais pas vous tenir plus d'une heure et demie. Non, je vais faire pour. Je pense que le sujet qu'on aborde ici est très important, c'est celui de la création de valeur et de l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez que tout le monde sait et reconnaît que l'Afrique est riche de manière extraordinaire de matières premières, mais qu'elle ne crée pas assez de valeur et beaucoup de biens produits en Afrique, en réalité, sont transformés, par exemple dans les pays du Nord ou développés, avec de la valeur qui est transférée. Et donc, c'est comme cela qu'on va réussir le développement du continent. Je prends l'exemple du cacao, que vous connaissez tous. Le cacao, les premiers producteurs mondiaux sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et quand vous mangez un chocolat, notamment s'il est un peu affiné, un bonbon au chocolat, il y a à peu près 5% de la valeur de ce que vous mangez qui revient aux pays producteurs, à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Et donc on pourrait se dire, mais les 95 autres %, ils sont faits ailleurs. Et pourquoi ne sont-ils pas faits en Afrique? C'est ça le sujet, vous pouvez développer ça sur tous les secteurs. Alors moi, comme ça a été dit, je représente non pas les patronats, mais je représente les entreprises françaises et européennes qui opèrent en Afrique. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup, c'est très important, et on est évidemment ensemble dans cette affaire-là. Alors, la coopération, elle se passe d'abord par un seul point, au fond, essentiel que je voudrais souligner, c'est l'envie et la confiance. Un entrepreneur, il investit s'il a une vision sur l'avenir qui va lui faire dire « je vais prendre des parts de marché, je vais développer mes ventes, je vais créer de l'emploi et je vais faire du bénéfice ». C'est à ça qu'il pense. Et donc, il se positionne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il accepte de prendre son risque, mais il faut qu'il ait une vision. Et donc, si la perception du risque sur l'Afrique est trop élevée, il ne va pas investir. Et donc, il ira faire ses travaux de transformation dont on parle ailleurs qu'en Afrique. Donc, on ne va pas développer ça beaucoup, mais la coopération dont vous parlez, elle passe d'abord par ensemble, les gouvernements, le secteur privé, mais l'Europe et l'Afrique aussi, ensemble, de créer un contexte qui fait que la confiance soit présente. Alors après, pour réussir cette industrialisation de l'Afrique, il y a beaucoup de facteurs, et parmi d'autres, je voudrais en mettre en avant 3 particulièrement, qui, à mes yeux, sont très importants. Alors, je passe sous silence et je ne développe pas d'autres qui sont aussi très importants, qui sont le rôle de la gouvernance, le rôle de la vision. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait que les gouvernements aient une vision. On est ici dans un pays, le Maroc, où il y a manifestement une vision. Il y a une vision sur l'industrialisation du pays et il y a aussi une vision sur la confiance en Afrique subsaharienne. Nous sommes ici dans un pays où la stratégie de développement des entreprises passe, entre autres, par l'investissement en Afrique subsaharienne. J'aimerais quelquefois que cette vision marocaine, elle soit davantage partagée en Europe, dans un certain nombre de pays, pour nous aussi que nous disions, oui, on a la confiance, on est déjà très présent, mais il faut y rester et il faut être agressif si on veut réussir cette affaire-là. Bon, donc ça, c'est la vision et la gouvernance qui est nécessaire. Il y a un deuxième point que je ne développe pas, qui est évidemment absolument clé, c'est celui de la formation. Si vous n'avez pas un capital humain et des personnes, hommes et femmes, capables de gérer cette industrialisation et de gérer le développement du pays, vous pouvez sauter comme un cabri pendant 100 ans, vous n'y arriverez pas. Donc, ça, c'est l'exemple de Singapour. Singapour, qui est parti de rien, est devenu une puissance économique extraordinairement forte. Pourquoi? Parce que le chef de ce pays, pendant 40 ans, qui était M. Lee Kuan Yew, il a tout, je dis bien tout, misé sur la formation.
Formation secondaire, formation supérieure, tous les budgets prioritairement ont été donnés là-dessus. Et après, eh ben, il a laissé les choses se faire. Donc la formation. Maintenant, je viens rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, sur les 3 conditions, me semble-t-il, que je voulais mettre en avant, encore une fois, parmi d'autres. La première, c'est que si on veut réussir de l'industrialisation en Afrique et de la création de valeur, il faut, et là je parle en praticien du secteur privé et des entreprises, il faut que l'économie générale de chacun des pays africains soit compétitive. Il faut travailler la compétitivité de l'économie où on veut développer l'industrie de transformation. Je m'explique. Si vous voulez faire une usine de cimenterie, si vous voulez faire une usine de chocolat, si vous voulez faire des unités pharmaceutiques pour créer des médicaments, par exemple, mais il faut que le contexte général du pays soit compétitif. Et je vais vous dire quelque chose, retenez bien cette phrase. Tant qu'en Afrique, quelque chose d'importé coûtera moins cher que de le fabriquer sur place, on n'y arrivera pas. Pourquoi, effectivement, beaucoup de biens importés coûtent moins cher que si on les fabriquait sur place? Parce que les économies locales ne sont pas compétitives. Exemple, si vous avez des coupures d'électricité, si l'électricité coûte 2 fois plus cher qu'ailleurs dans le monde, s'il n'y a pas de personnes formées, si les infrastructures sont défaillantes, si vous n'avez pas de ligne aérienne, si elles sont toujours en retard, s'il n'y a pas de route en bon état, s'il n'y a pas un système logistique qui fonctionne, si dès que vous faites une usine, il faut que vous payiez vous-même l'embranchement ferroviaire, il faut que vous construisiez des logements pour votre personnel, mais tout ça, ça majore votre coût. Et à la fin de la journée, vous coûtez plus cher qu'un bien importé. Donc, ça, c'est un travail commun. Je ne suis pas en train de cibler particulièrement les gouvernements. Je cible personne. Je dis simplement que c'est le secteur privé, le secteur public, donc les gouvernements, que c'est l'Europe et l'Afrique ensemble, on doit faire ça. C'est une tâche commune, c'est un défi que nous avons. Et pour le relever, il faut en être conscient. Deuxième point que je voulais souligner, c'est la taille des marchés. En Afrique, nous souffrons, nous autres, entrepreneurs, d'une difficulté, c'est que les marchés sont de petite taille, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a 54 pays, il y a 5, 6, 7 pays qui sont grands en termes de population ou en termes de potentiel, mais il y a beaucoup de pays de taille moyenne. Le Bénin, le Togo, le Lesotho, le Rwanda sont des pays avec des populations de 8, 10, 15 millions. Ce n'est pas des marchés énormes. Et le deuxième facteur, c'est qu'en général, le pouvoir d'achat est faible. Donc, le pouvoir de clientèle est faible. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de monde qui n'a pas beaucoup d'argent, ben, ça ne fait pas beaucoup de clientèle. Et donc, vous n'avez pas envie d'investir dans votre industrie de transformation. Et vous vous dites, ben, mon chocolat, j'ai intérêt à continuer à le faire en Suisse et à l'importer. Voilà. Donc, la taille des marchés est un problème. Alors, comment faire pour le résoudre? Mon voisin l'a évidemment donné la solution, donc je ne la développe pas. C'est la zone de libre-échange, la ZLECAf, que nous appelons de nos voeux, parce que ça veut dire que d'un seul coup, si ça réussit, un marché de cette taille-là va devenir grand comme ça. Et donc, à ce moment-là, un industriel pourra se dire, mais ça vaut le coup que j'installe une usine, parce que je vais avoir accès, non pas à un marché de 10 millions de consommateurs, mais peut-être de 80 millions de consommateurs. Et on pourra faire de la spécialisation régionale. Il y a un pays qui pourra spécialiser dans l'industrie lourde, un autre dans l'industrie alimentaire, un troisième dans la pharmacie, etc. Donc on voit bien que c'est une condition extraordinairement essentielle. Alors la ZLECAf, c'est un défi extraordinaire, très important. Et vous avez cité un certain nombre d'unions régionales. Si par hasard on n'y arrive pas avec les 54 pays d'un seul coup, et nous en Europe on est bien placé pour le savoir, on a quand même mis des décennies à faire notre unité européenne. Et donc, il faut commencer par petit. Il faut commencer par l'Afrique de l'Ouest, il faut commencer par l'Afrique de l'Est. Il faut commencer par des secteurs, commençons des expériences, mais par pitié, faisons-le. L'ennemi, le bien est l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, ne cherchons pas tout de suite à tout réussir d'un seul coup, commençons par les petites touches. Troisième et dernière remarque que je voulais faire, ça a aussi été évoqué par mon voisin, que je félicite, c'est normal parce qu'il s'occupe du secteur privé aussi. Et donc, le troisième point que je voulais souligner était celui des standards. Si on veut développer des industries de transformation en Afrique, il faut arriver à servir ces marchés africains, mais il faut aussi viser l'exportation. Et donc, il faut se mettre au standard mondial. Si vous fabriquez, je reprends mon exemple du chocolat,
Si vous fabriquez du chocolat en Afrique, mais qui n'est pas aussi bon que le chocolat suisse ou le chocolat belge, et malheureusement, pardon, mais il y a pas mal de produits qui sont faits en Afrique qui n'ont pas atteint les standards de qualité des pays développés. Eh bien, ils ne trouveront pas leur marché. Il faut donc obtenir les standards internationaux et donc se plier aux règles internationales de conformité et de règles. Ce n'est pas la peine de dire c'est injuste, c'est bien, c'est pas bien. Mais si on vous demande de faire du chocolat très bon ou de faire des médicaments parfaits, il faut les faire, autrement vous n'aurez pas accès au marché. Et donc j'en viens à mon propos. Je souhaite que l'Afrique puisse intervenir dans la définition des standards. Parce que l'Afrique est obligée de suivre les standards. Mais si les standards ne lui sont imposés que par l'Occident ou le Nord, il y a une injustice. Et je ne vois pas pourquoi c'est l'Europe, ou c'est Bruxelles, ou c'est l'ONU qui déciderait que l'Afrique n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser du pétrole. Ou qu'on vous donne des standards de qualité ou des standards, par exemple, d'emploi des femmes. Je ne dis pas que ça n'est pas utile et nécessaire, mais ça n'est pas l'Afrique qui le décide. Et si l'Afrique dit, pour moi, gérer mon développement, j'ai besoin de développer mon industrie pétrolière pour avoir les capitaux pour développer autre chose. Par exemple, le Sénégal. On ne va pas demander au Sénégal de ne pas exploiter ces nouvelles réserves avec grande tortue. Pour intégrer ces standards? Eh bien, il faut simplement que, me semble-t-il, et l'Afrique, elle essaie de le faire, elle se fasse entendre en protestant quand quelquefois un certain nombre de standards sont plutôt faits à l'image des besoins et de l'organisation de l'Europe et non pas à l'image des besoins de l'Afrique. Il faut que les chefs d'État et les organisations communautaires africaines fassent entendre leur voix. Et il faut que nous, on les écoute aussi. Et je peux vous dire que le secteur privé, il est très sensible à cette question-là. Et nous, au CIAN ou à l'EPCAM ou au patronat francophone, on porte cette parole en disant « laissez l'Afrique se développer, elle est en phase de décollage, et si on veut réussir le décollage, il ne faut pas lui mettre que des barrières et des empêchements. » Voilà. Donc la tâche est immense, et simplement mon propos, j'en ai terminé, mon propos était simplement de dire que si on veut surmonter les obstacles, il faut les connaître. Et c'est cela que j'ai voulu vous expliquer. Merci beaucoup, M. Géros. M. Tiki, vous vouliez intervenir? Oui, bon, d'abord, évidemment, vous l'avez compris, je vais saluer les propos de M. Géraud parce que on a besoin d'avoir aussi ces paroles vraies qui sont des paroles de ce qui se passe sur le terrain. Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, un élément très essentiel qui peut passer inaperçu, mais qui est pour moi un élément clé. On a besoin aujourd'hui que les gouvernements aient la vision. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gens qui décident de ce qui va se passer jour après jour. On a besoin de gens qui disent, comme les pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny ou Léopold Senghor, qui disent, voilà l'Afrique dans 10, 15, 20 ans. Et on a besoin, moi, originaire du Cameroun, je vais parler d'un pays que je connais bien, qui s'appelle la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, dans quelques mois, on sera encore ici au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. La précédente était en Côte d'Ivoire. On a été impressionné par la qualité des routes, la qualité des stades, la qualité des hôtels, la qualité des infrastructures. Quand je me balade aujourd'hui à Rabat, je suis fier de dire que j'aime cette Afrique portée par le Maroc aujourd'hui, qui a à la fois un sentiment d'héritage de l'histoire du Maroc, mais avec de la modernité de ce dont a besoin aussi aujourd'hui. Et pour moi, en fait, on a besoin de cette vision qui doit mettre autour de la table, et Étienne Géraud a si bien dit, les décideurs économiques avec les décideurs politiques. Parce que, je vous donne un exemple concret. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois. Étienne Géraud a parlé tout à l'heure de la taille des marchés. Un point pour aller encore plus loin que ce qu'il a dit, c'est qu'on a aussi 80% de l'économie sur le continent africain qui se fait dans l'informel. Parce que Étienne Géraud vous a dit, les marchés sont petits. C'est vrai, mais ils sont d'autant plus petits que ceux qui devraient être dans le formel, dans le marché, sont dans l'informel. Donc on a besoin aussi d'aider cette jeunesse à se dire qu'il y a un autre métier qui s'appelle le métier de l'entrepreneuriat, auquel il faut qu'on croie. Et moi, je vous dis ça comme ça parce que je ne sais pas si vous ressentez, mais je le vis vraiment. Il y a un rêve que je porte et peut-être qu'avec Étienne, avec vous tous, on peut réussir à le construire ensemble. Moi, je rêve qu'on mette en place le statut de l'auto-entrepreneur sur le continent africain qui permette à tous les jeunes aujourd'hui de se dire qu'ils peuvent être entrepreneurs, qu'ils peuvent être capitaines d'industrie, qu'on sorte de ce milieu de l'informel pour les amener au formel et surtout qu'on dise, voilà, qu'on se choisisse aussi en tant qu'Africain. Étienne Géraud vous l'a dit,
C'est pas normal qu'on choisisse quelque chose qui est importé, qui coûte moins cher que ce qu'on produit localement. C'est-à-dire que comment vous pouvez demander à un pays de se développer si ce qui vient de l'extérieur est moins cher que ce que le pays lui-même produit? Comment vous pouvez demander de faire du sud-sud si quand vous êtes au Cameroun, vous devez avoir un visa pour aller au Gabon et que le billet d'avion Yaoundé-Libreville coûte presque 200 000 francs CFA, soit presque la moitié du billet d'avion Yaoundé-Paris. Yaoundé-Libreville, 45 minutes, Yaoundé-Paris, 7h30 d'avion. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on a besoin, cher Étienne, et évidemment, merci encore pour tes propos, d'avoir cette zone économique d'abord régionale qui font qu'on travaille les uns avec les autres. Et on a besoin aussi de dire qu'on a besoin de l'Europe. Et c'est ça que moi je dis même, je vais pousser un peu plus loin, on a besoin d'un Étienne Géros. Vraiment. Parce qu'on a besoin de Français et des gens. L'Afrique doit gagner, mais l'Afrique ne peut pas gagner en étant recroquevillée sur elle-même. Ceux qui vous disent ça vous disent pas la vérité. L'Afrique doit gagner parce qu'on a besoin que tous ceux qui viennent sur le continent, qu'ils soient européens, américains ou autres, qui viennent avec l'ambition de gagner, mais qui comprennent que les nouveaux rapports économiques doivent être des rapports de respect, de co-construction et surtout de gagnant-gagnant. Et moi, j'aimerais même, je vous lance ça comme ça, qu'on sorte aussi de cette relation dans laquelle on reste toujours dans l'émotionnel, qu'on arrive dans une relation pragmatique. On a appris à l'école, je gagne, tu gagnes, nous gagnons. C'est comme ça qu'il faut qu'on puisse faire de la co-construction, du co-développement, et on a besoin des investisseurs français et francophones qui viennent avec cette vision qui est si bien portée par Étienne et qui font que nos dirigeants ont une vision commune. Et je terminerai parce que Étienne aussi l'a dit, on va souvent stigmatiser l'Afrique en disant « Non mais attendez, vous respectez pas telle ou telle norme. Non mais attendez, dans les critères de développement, il n'y a pas de modèle de développement qui marche chez les uns et qui marche chez les autres. » Chaque pays a son modèle de développement parce que chaque pays a sa richesse de la terre et chaque pays a son capital humain. Et moi, je dis souvent, mon deuxième pays qui s'appelle la France a eu sa révolution en 1789. Et quand on voit le beau pays que c'est devenu aujourd'hui, rappelons que l'Afrique a été indépendante dans les années 60. Laissez-nous le temps de construire, le temps qu'on appelle le développement économique, qui fait que là, on est en phase de décollage, mais une fois notre défi remporté, ça va être comment on transforme cette croissance économique en une amélioration des conditions de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tiki. Merci pour tout ça. Yes, Ms. Hai? Yeah, I'd like to build on Mr. Jiro said, the Made in Africa perspective. I think it's very important, and also the leadership having the vision. And I want to give an example. There's this small town in China called Zhuji. The GDP per capita in that town is more than France. You know what actually this town do? They produce socks. 80% of the socks globally are produced in that little town, Zhuji, globally. So every time, everybody when you buy socks, you're actually, the money eventually go into that town. That's actually how to have that small town, you know, becoming a very rich city. So today, I think except the vision we talk about, I think build up the right narrative are very important. I think Africa, except the tourism, natural resource, they need to build up the new narrative, becoming the new manufacturing floor, not only for locally, also for globally. If each African country can becoming the new manufacturing floor for the world, I think that's going to be creating a lot of jobs, the new economic transformation. And I'd like to quote something in the continent. Nelson Mandela once said, "It's always impossible until it's done." So I have faith in the continent. Thank you, thank you. Monsieur Yahya, vous vouliez intervenir ou... Sincèrement, je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit, sauf que pour le... Enfin, là, je vais parler plutôt d'autre chose que les problèmes que l'Afrique elle-même, auxquels elle fait face, parce qu'elles sont recensées, ils ont été dit dans le discours d'ouverture. Mais je voudrais surtout parler à nos partenaires étrangers. Je pense que l'Europe, qui aujourd'hui connaît un vrai souci par rapport à l'immigration, doit aussi réfléchir globalement comment elle doit regarder vers l'Afrique, ce voisin, qui de toute façon est un voisin. Vous savez, le voisin, on n'y peut rien, il faut faire avec. Et ce voisin, et on peut regarder les statistiques, tous les Africains qui ont une situation qui leur permet de rester sur place ne bougent pas. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas rester. Au même titre que les Européens, ou les Chinois, ou les Indiens,
qui se sont retrouvés dispersés dans le monde, que ce soit les Indiens dans l'Afrique de l'Est ou à Madagascar, ou les Européens jusqu'en Australie, sont allés parce qu'ils ne pouvaient pas rester sur place. Et le vrai sujet aujourd'hui, création d'emplois. Le vrai sujet aujourd'hui, comment l'Europe, ce voisin de l'Afrique, qui aujourd'hui est en train de connaître un fléau plutôt de populisme, juste pour dire non à l'immigration, l'immigration est en danger, l'immigration est ceci et cela, sans regarder leur propre histoire, qui a été une histoire de mouvement, une histoire de migration, et sans dire, écoutez, analysons la situation, voyons pourquoi ces gens viennent et nous considérons qu'ils présentent un danger. C'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. Ils ne peuvent pas rester en Afrique. Les conditions ne sont pas réunies. Et c'est ça qui fait que nos amis français, on les retrouve jusqu'à... quel est le lieu où vous n'avez pas été? Et même les Indiens, ce n'est pas seulement les Européens. Moi, j'étais à Oman, il y a une citadelle portugaise. Il y a les Indiens. À Zanzibar. J'ai été à Nagasaki. En 1450, les Portugais sont arrivés. Enfin, en 1550, les Portugais sont arrivés. Pourquoi ils sont arrivés? Parce qu'ils ne pouvaient pas rester au Portugal. Aujourd'hui, le vrai sujet, au lieu de continuer à critiquer l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela, c'est de dire comment nous pourrions créer avec l'Afrique un vrai partenariat en la respectant et surtout en ne pas exploitant à notre profit ses richesses, ses matières premières, et après nous plaindre du fait qu'ils veulent venir chez nous. Oui. Alors moi je suis un peu étonnée parce que je pensais qu'on allait parler d'un sujet, en tant que banquière, j'ai toujours l'habitude d'en parler, c'est l'accès au financement. L'Afrique, elle regorge de PME, c'est plus de 90% du tissu économique. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas entendu en tant qu'obstacle. Mais parmi les obstacles que vous avez soulevés. Je me permets de répondre, parce que pour moi, c'est un élément absolument important, mais ce n'est pas un élément causal. Si vous avez des bons projets, si les conditions que j'ai expliquées tout à l'heure sont remplies, l'argent, il viendra. L'argent est là pour l'Afrique, il y a de l'argent en Afrique, et il y a de l'argent pour l'Afrique. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas fléché. Il n'est pas fléché vers les bons projets en Afrique, il n'est pas fléché vers les bons pays. Et comme il y a une perception du risque élevée, il coûte tellement cher qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Donc, je ne dis pas que c'est un sujet négligeable, mais je dis que si vous réglez le problème du financement de l'Afrique, vous n'allez pas régler son problème de création de valeur. En revanche, si vous commencez par vous occuper de la compétitivité, de la formation, de la vision des gouvernements et de la taille des marchés, après, l'argent, il viendra automatiquement. Je ne suis pas en train de mésestimer la chose, mais ce n'est pas causal. Donc, dans l'ordre, il faut commencer par ce qui, de toute façon, si on ne le fait pas, bloquera. Alors que l'argent, ça se réglera tout seul. Enfin, tout seul, pas vraiment tout seul, mais enfin un peu quand même. 2 secondes avant de laisser la parole. L'absence de financement aujourd'hui, vous avez raison, c'est un sujet important, mais cette absence de financement, elle est surtout une conséquence d'une absence de vision et de stratégie. Ça veut donc dire que le mot pour moi qui est le mot essentiel, c'est le mot qui s'appelle la confiance. Ça veut donc dire que tant que en fait, posons-nous une question simple. L'investisseur, d'où ils viennent, quand ils décident de venir chez vous, quelles sont les questions qui se posent? Est-ce que le pays est fiable? Et est-ce que le pays est rentable? Donc, tant que les gens n'ont pas confiance et qu'ils ne voient pas votre pays comme un territoire d'opportunité, ils ne peuvent pas mettre de l'argent chez vous. Parce que l'argent est là, aujourd'hui, il circule. Or, si on prend le schéma de l'autre côté, mon grand-père était médecin et il disait, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que là, si on pose la question du financement, c'est qu'on a un problème dans la guérison aujourd'hui. Mais si on anticipe et qu'on va dans la prévention, qu'on a un modèle économique basé sur la confiance, nord-sud, sud-sud, dans lequel il y a une vision stratégique en parlant de modèle économique
on a parlé tout à l'heure de la ZECAf, et que de ce fait-là, on met en avant ces chaînes de valeur parce qu'on a la capacité de transformer nous-mêmes notre propre chocolat. Sauf qu'aujourd'hui, quand on produit le chocolat, il est transformé ailleurs et que ça ne bénéficie ni à la valeur ajoutée, ni à la croissance, ni au PIB du continent. Mais si on arrive à renverser la table et avoir ce modèle économique qui fait que on produit, on transforme, on crée des emplois, on forme les jeunes, on crée du pouvoir d'achat, on augmente la valeur ajoutée, qu'est-ce qui se passe? Ceux de l'extérieur disent ce pays est un territoire d'opportunité. Donc, on va mettre de l'argent pour investir. Et là, ça résout tous les problèmes de financement. Entendu. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va prendre des questions-réponses de l'audience. Mais Monsieur Yahya, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je suis très content de vous entendre mettre le doigt sur le financement. Je pense que c'est un problème de cause. Pourquoi? On a dit tout à l'heure qu'il faut procéder par émulation. Il y a aujourd'hui en Afrique un bon écosystème, et partout, dans tous les pays, des PME qui pourraient être un très bon exemple et qui ont un problème d'accès au financement. Qu'est-ce qu'on appelle financement? Pas seulement la banque commerciale, mais les financements adaptés, les financements sur mesure. Par exemple, en France, ou dans tous ces pays où on a voulu, quand on a fait le plan directeur d'une économie, ben on fait une matrice, et dans cette matrice, il y a des outils adaptés. Il y a le crédit à la consommation, il y a le crédit aux agriculteurs, il y a le crédit aux producteurs, il y a le crédit au mobilier. On a même créé en France un crédit pour rembourser les dettes de l'État. Les entreprises qui, à un certain moment, ont arrivé à un portefeuille avec l'État et que l'État ne pouvait plus financer, ou les localités, on a créé un crédit pour les accompagner. Ça veut dire que le crédit est un élément absolument fondamental et je dirais même causal. Je vous remercie. Je vais passer peut-être à l'audience. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Il nous reste 2 minutes. On me dit qu'il me reste 2 minutes. OK, only 2 people will. Let's find them. Déjà, il faut trouver les 2 plus plans. Voilà. Salam alaikum. Merci pour vos interventions. C'était très enrichissant. Mais j'ai pensé à 2 questions. Une que je voudrais adresser à Madame Aïe, donc je la poserai en anglais. So I just wanted to ask a question regarding the complexities that you face at the UNIDO for navigating the complexities such as the lack of infrastructure or the fragmented policy frameworks, the mismatch of skills that you might face in the human capital. And how do you address effectively such a strategic policy for industrializing Africa, all while respecting the priorities of the African Free Trade Agreement and also the global climate commitments? Ça, c'est pour ma première question. La deuxième question, c'est pour vous, M. Giraud et M. Tiki. Vous avez mentionné les zones de libre-échange comme étant une solution par rapport au déficit de développement en Afrique, et que ça peut être un catalyseur de développement. Moi, j'ai pensé à l'exemple de Madagascar dans l'industrie du textile, où ils ont en effet implémenté cette stratégie de zone de libre-échange, mais sans pour autant, en parallèle, mettre en place toute une infrastructure, tout un écosystème pour absorber ce transfert de capital, de connaissances, un manque de formation, un manque en termes de financement. Et donc il y a toujours une complémentarité, il y a une conditionnalité entre ces 2 choses, mais le problème c'est qu'on tombe dans le paradoxe de l'œuf et de la poule. On a besoin donc de liquidité, de financement, de capacités technologiques, d'infrastructures pour mettre en place une zone de libre-échange qui est effective, mais en même temps, voilà, on a besoin de cette zone de libre-échange pour promouvoir l'économie d'un pays en question. Donc je vous remercie. Thank you for the question. To answer it short, I don't think today there's a problem in the global side, on the initiative understanding creation jobs for Africa. I think the problem is the disconnection between the existing policy with actual implementation. Because
That is where the problem is. I think today we can talk about trade agreement, but if there's no manufacturers in Africa, what is trade agreement for? And I think that is what is really lacking is really the implementation. Yesterday I went to Casablanca, I went to all the tourist shops. You know what I saw? 60% of the goods in the tourist shops are made in China. Why is that? Because it's cheaper to produce it in China. It's not because the local manufacturers, they don't want to produce it here. It's even cheaper to import them here because China has a large manufacturing supply chain. So in order to break this, my view is if you only train some local, let's say you train 1,000 people or give money to some 100 local employers, they would never beat their competitiveness with the big manufacturers globally, including the logistic costs. So I think it's very important on the implementation side. You need to bring in global, huge-scale manufacturers, because then they started building economic of scale. And then when the huge manufacturer coming in, they're actually building up the whole supply chain. They need to bring it in. And then also the capital will follow. I don't think there's a lack of capital. It's really up to the implementation. So if you ask me today, the real problem on implementation, you need entrepreneurship in Africa to start it, to driving for successful examples. Je réponds à votre question rapidement, très vite, pour dire simplement que les deux vont ensemble. La taille des marchés ou les accords commerciaux d'échange, etc., d'une part, et d'autre part, la productivité, la compétitivité, ça va ensemble, ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc si un des deux manque, ça ne marche pas. Et je vous donne un exemple. Les zones économiques spéciales qui se développent de plus en plus, il y en a officiellement 60 ou 70 en Afrique, il n'y en a pas 70 qui marchent, il y en a 5 ou 6 qui marchent. Vous savez ce que c'est? C'est une zone de plusieurs hectares ou dizaines d'hectares où on met dedans 3 ou 4 ou 5 secteurs économiques où on développe une industrie de transformation avec de la formation, de l'électricité, des moyens généraux pour bien travailler, des gens formés et un traitement fiscal adéquat. Et au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de résoudre et de répondre à la question que je soulignais tout à l'heure, d'améliorer la compétitivité d'un pays. Mais une zone économique spéciale, ça revient à améliorer la compétitivité d'un pays sur 50 hectares. Vous mettez une barrière et à l'intérieur, vous dites, dans cet endroit-là, je vais rendre cet endroit compétitif. Et comme par hasard, ça marche. Ben simplement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est enlever les barrières et le faire partout. Je vais vous répondre aussi rapidement. En réalité, pour moi, on a besoin de ces zones économiques de libre-échange, mais ça compte aussi dans le sens où il faut développer d'abord son propre pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... Merci Étienne. On ne peut pas être dans une économie où on dit on a besoin de la zone économique de libre-échange, mais qu'on ne met pas en place dans le pays les différents types de modèles de développement pour que le pays puisse se développer. Donc ça veut dire que la zone économique de libre-échange, il faut aussi la préparer. Et l'exemple que vous donnez sur Madagascar est tout à fait vrai. C'est le bon exemple, c'est-à-dire qu'ils ont préparé notamment dans ce marché-là, mais qu'ils n'ont pas préparé la population à la formation, à la capacité à avoir aussi une main-d'œuvre développée qui connaît le système du terrain. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit quelque chose avec Étienne. Pour moi, pardon, je répète, mais c'est vraiment comme le médecin. On fait d'abord le business plan avant de dire les problèmes sur le terrain. Là, on est en train de dire quels sont les problèmes sur le terrain. On a des gens qui sont plus là pour réagir aux conséquences, mais qui ne se posent pas la question de quelle est la cause des conséquences. Or, si aujourd'hui on met la zone économique de libre-échange, on augmente la formation, on améliore l'éducation, on oriente, vous avez vu un pays par exemple qui s'appelle le Rwanda, bon d'abord ils ont abaissé les frontières, mais surtout mieux que ça, le président du patronat siège aujourd'hui au Conseil des ministres, qui fait aussi que quand le gouvernement dit dans ces métiers, il y a tel ou tel besoin de main-d'œuvre et de population parce qu'il y a du chômage, le patronat peut apporter la force économique pour connecter l'un et l'autre. C'est pour vous montrer que si on a cette vision commune, décideurs des pays et décideurs économiques, qui font qu'on développe le pays et qu'après on dit qu'en réalité, moi j'ai beaucoup appris à l'école Jean Monnet, à l'époque de la CK et de la CE, qui disent les amis, on va faire quelque chose de simple, on va mettre ensemble le charbon et l'acier et on est plus fort ensemble.
et d'abord parce qu'on est dans la même zone régionale qui font d'abord qu'on a les mêmes intérêts. Je terminerai en vous disant que moi je crois beaucoup au faire ensemble plus qu'au vivre ensemble, parce que pour moi vivre ensemble ça veut dire que chacun vit de son côté et chacun mène sa vie. Quand on décide de faire ensemble, si vous par exemple et moi aujourd'hui nous lançons un projet en commun, nos intérêts sont les mêmes. Vous perdez, je perds, vous gagnez, je gagne. Et si on se tient l'un et l'autre, eh ben vous allez voir qu'on va décider avec cette zone économique régionale d'abord de dire qu'il ne faut pas que quelqu'un nous lâche. Donc il faut que toute la zone reste unie avec la même ambition d'œuvrer collectivement mais aussi d'œuvrer individuellement. C'est les deux ensemble. Merci beaucoup, M. Tiki. Je pense qu'on est arrivé à bout de notre discussion. J'ai une personne qui veut poser une question. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Il m'a fait ça. La discussion était... Au sujet de Madagascar. Mais moi, j'aimerais aussi parler du Gabon. Vous savez, il faut que l'Afrique fasse également, dans le cadre d'une vision très claire, une politique protectionniste pour ses matières premières. Dire aux gens... je prends par exemple je prends un exemple très simple. Le poulpe marocain et mauritanien. 50 000 tonnes sont exportées brutes. La chaîne de distribution japonaise ne pourrait pas s'en passer. Si demain, les deux gouvernements disent à cette chaîne, ben écoutez, vous avez 10 ans pour transformer localement, ils viendront parce qu'ils ne se permettraient pas de perdre leur clientèle. Mais il faut le dire comme la Malaisie l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait. Et le Gabon est un très bon exemple quand il a dit aux sociétés européennes, c'est fini, le bois ne sort plus brut, il faut le transformer. Ils sont venus s'installer. Ils n'ont pas dit non, c'est la politique, c'est la gouvernance, c'est ton père, Bongo. Non, non, ils sont venus, ils se sont installés et ils ont transformé. Je pense qu'on l'a bien dit pendant cette séance, l'Afrique a vraiment toutes les ressources nécessaires, le potentiel humain, la dynamique... Une milliseconde, on parle beaucoup d'Afrique, mais n'oubliez pas les amis, pardon, 54 pays, hein, je viens d'échanger dessus avec Étienne, mais les réalités économiques qui sont aujourd'hui au Maroc ne sont pas les mêmes qu'en Tunisie, qui ne sont pas les mêmes en Côte d'Ivoire, qui sont les mêmes. Donc si on essaie aussi de... Parce que souvent nos amis, hors Étienne, nos amis européens, ils disent, moi je vais investir en Afrique. Souvent, je leur dis, nous, quand on va investir en Europe, on dit, je vais investir en France, en Italie, en Belgique. Nous aussi, il faut qu'on puisse dire aux gens, investir en Afrique, mais grâce à l'intelligence économique, ciblons les besoins en fonction de ce qu'il y a offre et demande par chaque pays. Parce que chaque pays a sa problématique différente. Et si on arrive déjà là-dessus, je reviens à ce que je disais au jeune homme. Voilà, vision. Désolé, j'étais un peu bavard, mais c'est la passion. Merci, je pense qu'on a fait le tour. On a vu que pour y parvenir, on devrait avoir une vision, allier innovation, collaboration. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion enrichissante et merci à l'audience pour votre écoute.